Un génie du rire s'est éteint dans le silence absolu. Aucun flash, aucun public, aucun dernier mot pour la caméra. L'homme qui avait transformé la France entière en une salle de spectacle permanente a vécu ses ultimes instants dans une solitude presque totale. Pourquoi le monde du cinéma l'a-t-il abandonné à ce moment crucial? Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière ces listes de numéros d'urgence accrochés partout dans sa demeure? La vérité sur ces dernières heures va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur cette légende. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, prenez une seconde pour vous abonner à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter les histoires les plus fascinantes et émouvantes des plus grandes stars. Activez la cloche pour ne rien manquer, et maintenant, découvrons ensemble la vérité sur les derniers jours de Louis de Funès. Le 31 juillet 1914, un enfant voit le jour à Courbevoie, en banlieue parisienne. Personne n'aurait pu prédire que ce petit garçon, fils d'immigrants espagnols, deviendrait l'incarnation même du génie comique français. Louis de Funès n'a pas connu la gloire instantanée. Son parcours fut semé d'embûches, de doutes et de petits boulots qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Élève agité, peu fait pour l'école traditionnelle, il se forme dans la maroquinerie avant de tenter sa chance dans le monde du spectacle. Ses débuts? Des soirées dans des cabarets obscurs où il tape sur les touches d'un piano pour quelques francs. Puis vient le théâtre, ces planches qui lui permettent enfin d'exprimer cette énergie débordante qui bout en lui. Le cinéma l'accueille timidement d'abord, des figurations, des apparitions sans mention au générique, des rôles minuscules qui ne payent pas les factures. Mais Louis possède quelque chose d'irremplaçable, une intensité physique hors norme, une capacité à transformer le moindre geste en explosion comique. Puis arrive la consécration. Les années 60 et 70 le propulsent au sommet. Le gendarme de Saint-Tropez, La Grande Vadrouille, Fantomas, Les Aventures de Rabbi Jacob, ces titres résonnent encore aujourd'hui comme des classiques indémodables. Son style est reconnaissable entre mille, des mimiques exagérées, des accès de colère hilarantes, des répliques lancées à une vitesse vertigineuse, et tout cela dans un corps de seulement 1,64 m. En 2 décennies, ces films attirent plus de 150 millions de spectateurs. Il devient l'acteur français le plus bankable de son époque, celui que tout producteur veut avoir à l'affiche. Mais derrière ces triomphes publics se cache une réalité beaucoup plus complexe et tourmentée. À l'écran, Louis de Funès incarne des tyrans ridicules, des personnages névrosés et explosifs qui font hurler de rire, mais dans la vie réelle, l'homme est tout le contraire, réservé, méthodique, profondément anxieux. Cette dualité définit toute son existence. La foi catholique structure son quotidien. Il assiste à la messe régulièrement, prie tous les jours, médite sur des questions de rédemption et de justice divine. Des prêtres qui l'ont côtoyé témoignent de la sincérité de sa spiritualité, loin de toute hypocrisie ou folklore. En 1943, il épouse Jeanne-Augustine Barthélemy. Cette union devient le pilier de sa vie personnelle. Ensemble, ils fondent une famille, Patrick, né en 1944, qui choisira la médecine, et Olivier, né en 1949, qui jouera occasionnellement aux côtés de son père. Un mariage qui durera 4 décennies, traversant gloire et épreuve. En 1967, fort de ses succès cinématographiques, Louis acquiert le château de Clermont, une magnifique bâtisse du XVIIe siècle située au Cellier, près de Nantes. C'est là qu'il trouve refuge loin de l'agitation parisienne. Il y cultive des roses avec passion, fait pousser ses propres légumes, pêche dans la Loire voisine. Un havre de paix où il peut enfin respirer. Mais sous cette façade de stabilité familiale et de sérénité champêtre, un secret commence à fissurer l'édifice. Au début des années 1980, un nouveau personnage entre dans la vie de Louis de Funès. Macha Béranger, animatrice radio extrêmement populaire. Son émission nocturne, Allô Macha, captive des millions d'auditeurs qui viennent y confier leurs peines, leurs espoirs, leurs secrets les plus intimes. Macha est vive, brillante, intellectuellement stimulante. Elle devient bien plus qu'une simple connaissance pour Louis. Confidente, complice créative, me d'être même davantage. Sa relation n'a jamais été officiellement confirmée par les intéressés, mais dans le milieu du cinéma, nul n'est dupe. Michel Galabru, ami fidèle et partenaire de jeu de Louis, raconte dans ses mémoires des détails troublants. Lors du tournage du Gendarme et des Gendarmettes, Louis exige la présence constante de Macha. Il va même jusqu'à faire aménager une loge spéciale pour elle, avec une fenêtre permettant une sortie discrète au cas où Jeanne débarquerait à l'improviste. Mais Jeanne n'est pas dupe. Elle comprend rapidement le manège.
Galabru se souvient, Madame de Funès avait tout compris. L'agitation bizarre qui précédait systématiquement son arrivée la mettait sur la piste. À partir de ce moment, Jeanne change de stratégie. Au lieu de rester à distance, elle accompagne désormais Louis chaque matin sur le tournage et ne le quitte plus jusqu'au soir. Cette situation triangulaire crée une tension permanente. Louis, profondément croyant et obsédé par son image publique, n'envisage jamais de quitter son épouse. Il lui doit trop, il l'aime à sa manière, et surtout, il redoute le scandale. Mais son attachement à Macha ne faiblit pas non plus. Ses proches parlent d'un homme déchiré, loyal envers Jeanne, qui l'a soutenu dans les moments difficiles, mais électrisé par la présence de Macha qui ravive sa créativité. Certains y voient une simple aventure d'un homme mature, cherchant à se sentir jeune. D'autres perçoivent un lien émotionnel bien plus profond, impossible à briser sans provoquer un drame. Jeanne, elle, choisit la dignité. Jamais ne s'exprimera publiquement sur ses rumeurs. Mais selon les intimes du couple, la blessure est réelle. Sa présence constante sur les plateaux devient sa réponse silencieuse, une manière de protéger son mariage sans confrontation brutale. Louis, tiraillé entre deux femmes et deux vies, continue d'afficher une unité familiale impeccable en public, craignant qu'un scandale ne vienne ternir l'héritage qu'il souhaite laisser à ses fils. Mars 1975, une date qui va tout changer. Louis de Funès se trouve dans son appartement parisien lorsque survient la première alerte. Une douleur fulgurante, une sensation d'oppression insupportable, infarctus du myocarde. Les secours arrivent en urgence, direction l'hôpital Necker. Les médecins parviennent à stabiliser son état, mais le diagnostic est grave. L'entourage de l'acteur minimise l'événement auprès de la presse. On parle d'un léger malaise cardiaque. On rassure le public en affirmant que tout va bien. Mais la réalité est autrement plus sombre. Le 30 mars, à peine quelques jours plus tard, alors qu'il discute tranquillement avec Jeanne, Louis s'effondre brutalement. Deuxième infarctus, bien plus violent que le premier. Cette fois, c'est une question de minutes. Les ambulanciers le ramènent d'urgence à l'hôpital. On lui administre de la morphine, de l'oxygène, il est placé sous monitoring cardiaque permanent. Les médecins sont formels, s'il continue comme avant, il ne survivra pas. Le verdict tombe comme un coup près, retraite immédiate et définitive. Son cœur, fragilisé et instable, ne peut plus supporter les efforts physiques extrêmes qui ont fait sa renommée. Les grimaces exagérées, les mouvements frénétiques, les scènes d'action, les tirades à toute allure, tout cela appartient désormais au passé. Louis doit annuler tous ses projets. Parmi eux, Le Crocodile, un film ambitieux où il devait incarner un dictateur sud-américain excentrique. La production était déjà en phase de préparation, les tournages à l'étranger étaient planifiés. Tout est abandonné. Louis se retire au château de Clermont. Commence alors une vie réglée avec une précision militaire. Son régime alimentaire devient draconien. Interdiction totale de sel, de viande rouge, d'alcool, de café. Il se nourrit principalement de poissons bouillis, de légumes vapeur, de soupe. Des médicaments quotidiens pour contrôler tension et cholestérol. Des examens médicaux répétés. L'activité physique se limite à du jardinage léger et de courtes promenades dans le parc. Jeanne prend les choses en main. Elle affiche des listes de numéros d'urgence près de chaque téléphone. Ambulance, centre antipoison, hôpitaux. Tout est prévu en cas de nouvelle crise. Au début, Louis ressent même un certain soulagement. Dans une interview à l'Express, il confie « Quand on m'a annoncé que c'était terminé, j'ai éprouvé une sorte d'euphorie. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir profiter des choses simples, mon potager, les oiseaux, la pêche. Mais cette euphorie est de courte durée. Après quelques semaines, l'ennui s'installe, puis la tristesse, puis le vide. Louis réalise qu'on lui a retiré la seule chose qui donnait un sens à sa vie, jouer. Ne plus jamais fouler un plateau, ne plus sentir l'adrénaline d'une prise réussie, ne plus entendre les rires du public, c'est comme une mort anticipée. Ce soir-là, ajoute-t-il, une profonde tristesse m'a envahi, parce qu'au fond de moi, je ne voulais pas que ce soit fini. Les mois de convalescence s'étirent. Louis tente de s'adapter à ce nouveau rythme, mais quelque chose en lui refuse de capituler. La pression monte de toutes parts. Les producteurs veulent leur star, le public réclame ses films, et lui-même n'arrive pas à accepter cette retraite forcée. Début 1976, contre l'avis de ses médecins, Louis prend une décision folle. Il revient, mais cette fois avec des conditions strictes. L'aile ou la cuisse, 1976. Louis de Funès fait son grand retour aux côtés de Coluche, la nouvelle star montante de l'humour français.
Le tournage est entièrement adapté à ses contraintes médicales. Journées raccourcies, recours systématique aux doublures pour les scènes physiques, modération dans les gestes de slapstick. Pourtant, son talent reste intact. Son timing comique, son sens du rythme, son regard expressif, tout est là. Le film explose au box-office avec plus de 6 millions d'entrées. Louis de Funès prouve qu'il reste le roi indiscuté de la comédie française. Encouragé par ce succès, il enchaîne les projets. En 1978, la zizanie confirme qu'il n'a rien perdu de son pouvoir de séduction sur le public. En 1980, il réalise un rêve personnel, adapter L'Avare de Molière. Même si la critique est mitigée, ce projet a une importance capitale, pour lui qui rêvait depuis toujours de marier le théâtre classique à son propre langage cinématographique. En 1981, il se lance dans La soupe aux choux, une comédie de science-fiction loufoque mêlant son humour traditionnel à une dimension surréaliste avec des extraterrestres. Puis en 1982, il boucle la boucle avec Le Gendarme et les Gendarmettes, 6e et ultime opus de la saga qui l'a rendu légendaire. Mais derrière les sourires et les succès commerciaux, la vérité est moins reluisante. Louis ne s'est jamais vraiment remis du choc de 1975. Son endurance diminue de film en film, les déplacements l'épuisent, les journées de promotion le vident, les longues heures de tournage deviennent un calvaire. Ses collaborateurs remarquent le changement. Entre les prises, Louis est silencieux, replié sur lui-même, vidé. Puis, dès que la caméra tourne, il retrouve miraculeusement son énergie, comme si quelque chose en lui refusait d'abandonner. Mais sitôt la scène terminée, il retombe dans une sorte d'apathie inquiétante. Les infarctus ne lui ont pas seulement abîmé le cœur, ils lui ont volé quelque chose d'intangible, ce sentiment d'invulnérabilité, cette conviction d'être indestructible qu'il avait porté jusque-là. Pourtant, il refuse d'arrêter. Comme il le dit lui-même, « Si j'arrête de jouer, je ne sers plus à rien, et jouer, c'est la seule chose que je sache vraiment faire. Au moins, quand je fais rire les gens, j'ai l'impression d'avoir une utilité. » Cette conviction le maintient debout, mais la tension s'accumule dans son corps affaibli. Et contrairement à ce qu'il croit, il n'y aura pas de 4e retour. Fin 1982. Malgré sa santé déclinante, Louis continue de nourrir des projets. Il veut adapter Les Morticoles, une satire féroce du monde médical. Il envisage de remonter sa pièce fétiche, Oscar. Il évoque même une reprise du projet Le Crocodile, ce film sur un dictateur délirant qu'il a dû abandonner en 1975. En décembre, il assiste à une représentation théâtrale de Papy fait la résistance, une nouvelle comédie portée par la jeune troupe de l'Explinde. Il est conquis, électrisé même. Le producteur Christian Fechner le supplie d'interpréter la version cinématographique. Louis accepte avec enthousiasme. En coulisses, il plaisante avec les jeunes comédiens de l'Explinde, déborde d'idées, rayonne d'une énergie communicative. Fechner se souvient, il était plus drôle et plus vivant que jamais. On avait vraiment l'impression qu'un nouveau chapitre s'ouvrait en lui. Mais ce n'était pas un nouveau chapitre, c'était l'épilogue. Fin 1982. Quelques jours seulement après avoir terminé la promotion du Gendarme et les Gendarmettes, Louis accepte à contre-cœur de partir en vacances familiales dans les Alpes. Cette décision est prise avant tout pour sa petite fille Julia, 4 ans, qui vient de commencer à skier. Louis déteste le froid, la neige, l'altitude, mais grand âme intentieux, il insiste pour être présent. Ils séjournent à Arques, dans la Savoie, sur recommandation de l'humoriste Thierry Lelongmont. Louis refuse que Julia intègre le club enfant, terrorisé à l'idée d'un enlèvement ou d'un accident. Il joue le chaperon, la suit partout, reste en alerte permanente. Mais l'altitude commence à l'affecter sérieusement. Fatigue intense, essoufflement constant, frissons. Ce qui ressemble d'abord à un simple épuisement se transforme en grippe tenace qui persiste même après le retour au château début janvier 1983. De retour au château de Clermont, l'état de Louis ne s'améliore pas. Au contraire, il sombre dans une léthargie inquiétante. L'homme qui autrefois arpentait sans relâche les plateaux de tournage passe désormais ses journées allongées ou assis près de la fenêtre, immobile. Il ne sort plus dans son jardin. Ses rosiers qu'il taillait obsessionnellement avec son petit sécateur restent négligés. Les gestes les plus simples, lire, téléphoner, manger, l'épuisent. Jeanne devient son aide-soignante à plein temps, veillant sur lui jour et nuit. Les numéros d'urgence affichés près de chaque téléphone prennent tout leur sens. Pompiers, hôpital, police, centre antipoison, tout est prêt pour réagir au moindre signe. Des voisins se souviendront de Jeanne assise en silence pendant des heures au chevet de Louis, sentant que quelque chose d'irrémédiable approche. Le jeudi 27 janvier 1983,
peu avant 20 h, Louis est victime d'un nouvel accident cardiaque. Brutal, soudain. Jeanne est présente quand il s'effondre. Elle compose immédiatement les numéros d'urgence. L'ambulance arrive rapidement, direction le CHU de Nantes. Mais cette fois, le cœur de Louis a définitivement renoncé. Aux alentours de 20 h 30, malgré tous les efforts des médecins, Louis de Funès décède. 3e infarctus massif du myocarde en moins de 10 ans, celui que son corps ne pouvait plus combattre. Il avait 68 ans. La nouvelle se propage dans la nuit. Le lendemain matin, toute la presse française titre sur sa mort. Les télévisions et radios diffusent des rétrospectives de sa carrière. Le choc est immense. Même si ses apparitions s'étaient raréfiées, le public le croyait encore vaillant, prêt à tourner d'autres films. Peu de gens savaient à quel point il était réellement malade. Le samedi 29 janvier 1983, l'église Saint-Martin du Cellier accueille les funérailles. Plus de 2000 personnes se déplacent, bien au-delà de la capacité de l'église. Des centaines restent dehors dans le froid hivernal, écoutant la cérémonie en silence. La majorité sont des habitants du village. Pour eux, Louis n'était pas une star inaccessible, mais un voisin humble et gentil qui faisait ses courses dans leur commerce, employait les artisans locaux, saluait les enfants lors de ses promenades. Ils viennent dire adieu à l'homme, pas au personnage. En revanche, la présence du monde du cinéma est famélique. Seuls quelques fidèles font le déplacement. Michel Galabru, Christian Fechner, Colette Brosset. L'absence criante des grandes figures du cinéma français interroge. Certains y voient une mise à l'écart discrète de Louis par l'élite culturelle parisienne durant ces dernières années. Jugé trop commercial, trop populaire, politiquement conservateur, il ne faisait plus partie du sérail. D'autres soulignent que sa foi profonde et son cercle social restreint l'avaient naturellement éloigné du milieu. L'abbé Maurice, curé de la paroisse et ami personnel de Louis, prononce l'homélie. Ces mots résonnent encore. « La France a perdu un acteur. Moi, j'ai perdu un ami. Il avait une foi profonde et vivante. J'ai vu la paix sur son visage lorsque je lui ai dit adieu ce dernier matin. Il semblait prêt. » Le cercueil, recouvert de tissu blanc, est entouré de compositions florales. Roses, mimosas, tulipes, gerbera, orchidées. Beaucoup proviennent de son propre jardin, ultime hommage de la nature qu'il aimait tant cultiver. Des centaines de personnes suivent le cortège funéraire à pied jusqu'au cimetière communal, situé à 600 mètres de l'église. Louis est enterré dans une tombe qu'il avait lui-même dessinée, près du château qu'il chérissait. Sa sépulture est d'une simplicité touchante, une parcelle rectangulaire plate, plantée de rosiers, bordée de petites haies, marquée d'une simple croix de pierre. Le design évoque volontairement une tombe militaire, hommage discret à son premier aîné, Charles, mort durant la Seconde Guerre mondiale. Louis avait déclaré un jour qu'il ne voulait ni statue ni marbre, juste des fleurs et du silence. Après la mort de Jeanne en 1997, son nom fut ajouté sur la tombe. Aujourd'hui encore, leur sépulture commune reste un lieu de recueillement paisible pour les admirateurs, marqué par la simplicité et le respect, exactement comme Louis l'avait souhaité. Louis de Funès a consacré sa vie à faire rire des millions de personnes, mais à la fin, c'est le silence qui a parlé le plus fort. Pas de projecteur, pas de standing ovation, pas d'adieux théâtraux, juste un homme dans son jardin, entouré des roses qu'il aimait et des êtres qui comptaient vraiment. Ces dernières heures furent silencieuses, mais elles portaient le poids d'une existence remplie d'énergie débordante, de contradictions douloureuses et d'un dévouement total à son art. Un homme tiraillé entre deux femmes, entre sa foi et ses désirs, entre sa santé fragile et sa passion dévorante pour le cinéma. Cela nous pousse à nous interroger. Apprécions-nous vraiment nos légendes avant qu'elles disparaissent? Prenons-nous le temps de reconnaître leur valeur pendant qu'ils sont encore parmi nous? Et vous? Quel film de Louis de Funès vous fait encore exploser de rire, peu importe le nombre de fois où vous l'avez vu? La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez, L'Avare, Rabbi Jacob? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à Les Célébrités du Monde pour découvrir d'autres récits bouleversants sur les plus grandes stars. Ensemble, faisons vivre son héritage, un sourire à la fois. À très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.